Voilà donc, maintenant qu'on a vu la formule donnant le produit de deux matrices, eh bien on peut passer à la troisième phase de notre découverte du calcul matriciel, avec ici l'étude des propriétés de la multiplication matricielle. Alors voilà, un petit rappel bien entendu, quand on fait le produit des deux matrices A et B, eh bien on obtient une troisième matrice que j'appelle C ici. C'est la matrice dont les éléments C, I, J sont donnés par la petite formule ici, qui me dit que C, I, J est égal à la somme des A, I, K, B, K, J. Alors cette formule, elle exprime tout simplement que l'élément C, I, J est donné par le produit scalaire de la i-ème ligne de la matrice A avec la k-ème colonne de la matrice B. Le produit scalaire, on le voit ici parce que les indices K ici sont les mêmes. Ça veut bien dire que je fais la somme des produits des éléments homologues de la ligne I ici avec la colonne J de la matrice B. C'est bien ça que ceci exprime. Alors je vais réécrire tout ceci en une seule ligne et j'insiste ici sur les dimensions des matrices, l'ordre des matrices. On pourra multiplier des matrices d'ordre quelconque, pour autant, bien entendu, que le nombre de colonnes de la première soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice, de manière à ce qu'on puisse faire ces produits scalaires ici. Il faut que le nombre d'éléments de la ligne qui est ici, c'est-à-dire le nombre de colonnes de A, soit égal au nombre d'éléments de la colonne ici, c'est-à-dire le nombre de lignes de la matrice B. Voilà, la petite formule, elle est donnée ici. Je dois faire ce produit scalaire. Il me faut trouver les éléments homologues. Et donc, je dois bien respecter ceci. N, ici, doit se retrouver ici. Mais sinon, L et M peuvent bien valoir ce qu'ils veulent. Et je te propose ici de considérer un cas limite pour lequel L et M se réduisent à 1. L, une seule ligne. N, ici, une seule colonne pour M, pardon. Voilà. Donc une seule ligne, une seule colonne, je vais obtenir donc une seule ligne fois une seule colonne. Ça me donnera juste un produit scalaire à faire, ça va juste me donner un scalaire. Ce sera une matrice d'un élément, une ligne, une colonne. C'est une matrice d'un élément. I et J ne peuvent valoir que 1. Je l'écris ici tout de suite. Alors voilà, si je récupère ici juste une ligne et une colonne, j'écris ces deux matrices. C'est des matrices un peu spéciales. J'ai ici une matrice ligne et ici une matrice colonne. Et ceci ne fait que exprimer le produit scalaire de cette ligne avec cette colonne. La spécificité de la formule qui était générale ici, c'est qu'elle est donnée juste pour l'élément unique de la matrice C. I et J ne peuvent valoir que 1. Voilà qui est écrit. Et donc, ceci, c'est le produit scalaire de cette ligne-ci. Avec cette colonne-là, c'est le produit scalaire, comme si c'était des vecteurs, comme d'habitude. Je ne multiplie que les éléments homologues pour ensuite faire la somme de ces produits. Voilà. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle une matrice ligne comme ça, on l'appelle aussi un vecteur ligne, exactement comme on appelait déjà ceci, un vecteur colonne. Un vecteur ligne fois un vecteur colonne, consiste tout simplement à faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Alors quand on dit produit scalaire, ça veut dire qu'on récupère un nombre, bien sûr, et ça pourrait conduire à une certaine confusion, parce qu'on pourrait se dire qu'une matrice d'un seul élément, c'est juste un nombre, et donc on aurait tendance à oublier qu'il s'agit d'une matrice, on aurait tendance à oublier les parenthèses ici en disant que c'est juste un nombre, un scalaire. Alors, ce n'est pas cohérent, bien sûr, parce que si je considère que c'est un scalaire, je pourrais faire la multiplication de cette matrice scalaire, entre guillemets, avec une autre matrice, voilà, C1, fois la matrice ABCD. Et si je considère que cette matrice revient à considérer un nombre, je vais appliquer donc la règle du produit d'une matrice avec un scalaire, et ça consiste tout simplement à distribuer cette constante ici en produit donc avec les éléments de la matrice, voilà, c'est ce qu'on avait vu dès la séance introductive, ceci. Et en fait, voilà, on voit bien que c'est pas très cohérent, parce que si maintenant je considère la matrice C pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une matrice et non pas un nombre, je dois rétablir donc les parenthèses ici pour dire qu'il s'agit bien d'une matrice, et là je tombe sur une incohérence, parce que je ne peux faire le produit d'une matrice avec une autre matrice que si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes. Ici, je n'ai qu'une colonne. Ici, j'ai deux lignes. Ce produit est impossible à faire.
Ça n'a tout simplement pas de sens. Et donc on voit qu'il est important de considérer cet élément unique bien comme une matrice et pas comme un nombre. Si c'est un nombre, j'obtiens ceci comme résultat. Si je le considère comme une matrice, ce qui est bien le cas, ben je ne peux pas faire ce produit. Il s'agit de deux choses, de deux perspectives radicalement différentes sur ce petit nombre C1, 1, qui doit bien être considéré comme une matrice. Le produit de deux matrices reste une matrice, même s'il s'agit d'un seul élément. Voilà, ce sont les subtilités qu'on rencontre dans le calcul matriciel, il faut s'habituer à ça. Voilà. Ce que je te propose maintenant, c'est de faire, d'inverser les rôles de A et de B. Ici, j'ai fait A fois B. Maintenant, je te propose de faire B fois A. Donc voilà, j'ai fait A fois B. Je vais maintenant intervertir les rôles ici. Je vais donc faire la matrice, une matrice n fois 1 multipliée par une matrice 1 fois n. Voilà, c'est écrit ici. Je fais B fois A, n fois 1 fois 1 fois n. Je peux donc le faire puisque j'ai bien le même nombre de colonnes ici que de lignes ici. C'est un produit qui est tout à fait compatible. Voilà, je vais mettre B devant A. Et ici, puisque je fais maintenant le produit scalaire des lignes de B avec les lignes de A et non plus les lignes de A avec les lignes de B, eh bien, je vais inverser les lettres A et B. Et je vais bien obtenir ici, plutôt que A, I, K, B, K, J, je vais obtenir B, I, K, A, K, J. Voilà qui est écrit. Voilà, donc maintenant ce produit ici, il est particulier bien sûr, puisque les lignes de B, elles se réduisent à peu de choses. Une ligne est constituée d'un seul élément, et on voit donc que K ne peut varier que jusqu'à 1. Somme de K égale à 1 jusqu'à 1, voilà, je vais mettre que K vaut 1, et bien sûr cette somme n'a plus de raison d'être, il n'y a qu'un terme de la somme, sur la somme ici, donc cette somme ne sert à rien, elle n'est pas là. Voilà, et donc on pourrait se dire, c'est très très simple, le résultat qu'on a ici, ça se résume à un élément. Ben non, il ne faut pas confondre. Le fait de ne plus avoir de somme ne veut pas dire qu'on n'aura qu'un élément, bien sûr. Chaque élément sera juste un produit, ici, mais le nombre d'éléments qu'on va avoir, il sera important, bien sûr. Je vais prendre la première ligne avec la première colonne, pour avoir l'élément de la première ligne, première colonne. J'aurai B1, 1, A1, 1. Et puis j'aurai bien sûr un élément sur la première ligne également, première ligne, deuxième colonne, ce sera l'élément de la première ligne, deuxième colonne. Tu as compris, je vais avoir toute une ligne ici jusqu'à petit n. Et puis je vais passer à la deuxième ligne, pour avoir l'élément de la deuxième ligne, première colonne. Je fais deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, ensuite deuxième colonne, et ensuite jusqu'à la énième colonne. Et tu comprends comme ça que la matrice qu'on obtient, c'est en fait bel et bien une matrice n fois n et non plus une fois une. Et ça contraste particulièrement avec ce qu'on avait pour le produit de A par B. On voit que B par A est fondamentalement différent de A par B. Et ça signifie donc que le produit matriciel est non commutatif. Il y a non-commutativité de la multiplication matricielle. Le produit de A par B sera différent en toute généralité du produit de B par A. Je dis bien en toute généralité parce que tu trouveras bien des matrices pour lesquelles ceci pourra être vérifié. On pourra avoir que A et B, que A fois B est égal à B fois A. On parle alors de matrices qui commutent. Il suffit de prendre deux matrices d'un seul élément. Tu as la multiplication de deux nombres à ce moment-là. Ligne par colonne donnera la multiplication des deux nombres. Et la multiplication de nombres, elle est commutative. Ces matrices-là commuteront. C'est comme ça qu'on dit. Mais voilà, donc en toute généralité, tu es d'accord avec moi qu'il y a non-commutativité de la multiplication matricielle. Voilà, alors on va faire une petite parenthèse ici. Je vais te laisser calculer pour voir si tu maîtrises le produit matriciel. Je t'invite à faire le produit de ces deux matrices. Tu peux le faire tranquillement. Tu peux interrompre l'image si tu veux le faire, et puis tu reprends une fois que tu as fait ton calcul et tu vérifies avec moi si c'est correct. Voilà, on va supposer que tu l'as fait, j'y vais. La première chose que je vais faire, bien sûr, c'est de vérifier si ce produit peut être fait. C'est-à-dire si le nombre d'éléments d'une ligne est égal au nombre d'éléments d'une colonne. Je dois faire le produit scalaire des lignes par les colonnes, je dois donc m'assurer de ceci. Et je vois que j'ai bien 3 éléments par ligne, c'est-à-dire que j'ai 3 colonnes sur ma matrice, et que j'ai bien 3 éléments par colonne, c'est-à-dire que j'ai bien 3 lignes dans la deuxième matrice. Je peux donc effectivement faire ce produit. Donc voilà, je vais prendre la première ligne en produit scalaire avec la première colonne pour avoir l'élément de la première ligne, première colonne. Tu as compris. Je vais donc faire 2 plus 0, plus 0, ça me donne le 2 que je viens d'écrire là. L'élément de la deuxième ligne, deuxième colonne, eh bien, je vais passer à la deuxième colonne.
première ligne, deuxième colonne, première ligne, deuxième colonne. Je vais donc faire 2 fois 1, moins 1, moins 2, fois moins 2, ça fait bien 2, ça me fait bien donc 2, plus 2, plus 0, ça me fait 4. Et puis je vais passer au troisième élément, je passe donc à la troisième colonne, j'ai bien 4, moins 1, plus 0, 4 moins 1, eh bien c'est 3. Voilà, et puis pour l'élément de la deuxième ligne, première colonne, je vais retourner bien sûr ici à la deuxième ligne, et là à la première colonne. Et j'ai donc ici 1 plus 0 plus 1, ça me fait 2. Et puis je passe à la deuxième colonne pour avoir le deuxième élément de cette deuxième ligne, et je vois que j'ai 1 plus 0 plus 0, ça me donne 1. Et finalement, le dernier élément, deuxième ligne, troisième colonne, deuxième ligne, troisième colonne. Et je vois que j'aurai 2 plus 0 moins 1, ça me donne 1. Voilà, je ne sais pas si c'est la matrice que tu avais réussi à calculer, mais elle est là. Alors maintenant, pour illustrer la non-commutativité ici, je t'invite à calculer la matrice B fois la matrice A plutôt que A fois B. On va faire B fois A. C'est ce que je te propose de faire maintenant. Vas-y, tu peux arrêter l'image si tu veux et puis y revenir après. Voilà, alors si tu l'as fait, tu n'as pas été très loin bien sûr, parce que c'est tout simplement impossible. J'ai un nombre d'éléments d'une ligne ici qui n'est pas égal au nombre d'éléments d'une colonne. Je ne sais donc pas faire le produit scalaire ici, ça n'a tout simplement pas de sens. Je ne trouve pas d'élément homologue à celui-ci, il n'y a pas de troisième élément ici. Je ne peux pas faire ce produit, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ce produit-là n'existe pas. Alors qu'on a réussi à calculer AB, B fois A n'existe simplement pas. C'est pour te dire que cette non-commutativité, elle est assez profonde. La multiplication matricielle est fondamentalement non commutative. Alors, ceci, tu pourrais te dire que c'est dû au fait qu'on a utilisé des matrices rectangulaires. Tout à l'heure, j'avais une matrice colonne fois une matrice ligne, et puis l'inverse, une matrice ligne fois une matrice colonne. Ici, la deuxième matrice est rectangulaire, donc on pourrait se dire que c'est ça. Je vais donc maintenant te montrer ça avec des matrices carrées, toutes simples, des petites matrices 2 fois 2. Je t'invite à faire le produit matriciel de A par B, et ensuite de B par A. Et tu me dis ce que tu obtiens. Tu peux interrompre l'image quand tu veux, bien sûr. Alors voilà, si tu l'as fait maintenant, on va obtenir le résultat qui est ici. On va obtenir moins 1 plus 0, c'est le moins 1 qui est là. Et puis 0 plus 0, ça me donne le 0. Et puis ici, deuxième ligne, première colonne, moins 1 plus 0, c'est bien deuxième ligne, première colonne. Et ici, deuxième ligne, deuxième colonne, 0 plus 1, c'est le 1 qui est là. L'autre situation, ça me donne moins 1 fois moins 1, c'est moins 1, plus 0, c'est le moins 1 qui est là. Et ensuite, moins 1 fois 0, et 0, c'est bien 0 ici. Et puis 0 fois 1 plus 1, c'est le 1 qui est ici. Et puis 0 fois 0, plus 1 fois 1, c'est bien le 1 qui est là. Et on constate donc que ces matrices sont bien distinctes. On voit qu'elles sont différentes par cet élément-ci. Moins 1 est devenu un 1. Ces matrices ne sont pas les mêmes. Il y a bien non-commutativité, en toute généralité, de la multiplication matricielle. A fois B n'est pas égal à B fois A. Retiens-le, c'est forcément tout à fait fondamental. Voilà. Alors ici, je te propose de passer à l'exploitation ici de la petite formule pour te montrer la non-commutativité. Alors voilà, cette petite formule est bien sûr associée ici aux dimensions, la règle sur les dimensions des matrices. On sait bien qu'on ne peut multiplier que des matrices dont le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes, pour la deuxième. Le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde. Et le résultat donne ceci. Alors voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quand on a cette situation-ci, j'ai A fois B, maintenant je peux faire B fois A, les dimensions c'est N fois M, fois L fois N, et là déjà on voit qu'effectivement, si je peux faire ce produit-là, je ne peux pas toujours faire celui-ci, puisque M, a priori, est différent de L. Ce n'est que si M est égal à L que j'arriverai à faire ce produit. Alors supposons que ce soit le cas, que M soit égal à L, voilà, L est égal à M est égal à L, voilà, je viens de le changer. À ce moment-là, pour ce cas-ci, j'ai une matrice L fois L comme résultat, L ligne, L colonne, c'est bien ça, tandis qu'ici, je vois que j'ai N ligne, N colonne. Bref, on voit bien que quand les matrices sont rectangulaires, on ne s'en sort pas
le produit n'est tout simplement pas commutatif. Alors on peut se poser la question maintenant pour les matrices carrées. Je t'avais déjà montré un petit exemple avec les matrices 2 x 2, mais ici donc je vais le démontrer de manière tout à fait générale. Pourquoi est-ce que le produit de matrice carrée est non commutatif? Ben voilà, parce que je vais appliquer la formule ici. Quand je fais B fois A, ben je remplace ici A par B, B par A bien entendu. C'est bien les lignes de la matrice B fois les colonnes de la matrice A que je vais faire. Je vais représenter ça ici pour A fois B, et ici, je fais donc bien la ligne, fois la colonne qui est ici. L'élément IJ de ce produit, ce sera la ligne I en produit scalaire avec la colonne J, alors que B fois A, ce sera la ligne I de la matrice B fois la colonne J de la matrice A. Et là, ben on voit bien que quand je vais faire le produit scalaire de ces deux vecteurs, pris 2 à 2 ici, ben on fait des produits de nombres qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. Ici, je prends tous ces éléments ici, B1J, B2J, etc. Ils sont cachés ici quelque part. Il n'y a aucune raison pour avoir un lien entre ces nombres-ci et ceux-là. De même pour la matrice A, ici je considère ici quelque part la colonne J, ici, alors que là je suis sur la ligne I. Ces nombres n'ont rien à voir. On a peut-être juste un nombre commun ici dans toutes les multiplications qu'on va avoir. C'est le nombre AIJ qu'on a ici, qu'on va retrouver ici quelque part, de même que BIJ, on va l'avoir ici quelque part. C'est les deux seuls nombres qui sont en commun dans tous les produits ici qu'on va sommer en effectuant ces produits scalaires, là et là. Il n'y a donc aucune raison d'obtenir le même résultat. CIJ sera fondamentalement différent, sera en toute généralité en tout cas différent des CIJ'. La matrice C sera différente de la matrice C'. Il y a non-commutativité, c'est évident. Maintenant, ce que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est une deuxième propriété du produit matriciel, c'est la distributivité par rapport à la loi d'addition matricielle. J'ai ici A fois B plus C. Est-ce que c'est bien égal à A fois B plus A fois C? C'est ce qu'on appelle donc la distributivité. Voilà, je vais utiliser la règle ici du produit matriciel pour m'assurer de ceci. On verra que c'est effectivement vrai. Il y a bien distributivité. Alors voilà, pour ça je vais introduire une quatrième matrice ici, qui est le résultat de A fois B plus C. Alors je vais profiter de cette définition du produit matriciel pour faire ce calcul. Les éléments DIJ de la matrice D seront tout simplement donnés par le produit de la ligne I de la matrice A avec la colonne J de la matrice B plus C. La matrice B plus C, très facile à calculer. Les éléments de la matrice B plus C, c'est la somme des éléments de la matrice B et de la matrice C. Les éléments homologues, bien entendu. Si je prends KJ ici, ce sera KJ ici. Donc voilà, je prends bien l'élément KJ de la matrice B plus C, BKJ plus CKJ. Ceci, c'est bien le produit scalaire. J'ai bien les mêmes valeurs de K ici. Ici, c'est bien la jème colonne de cette matrice B plus C qui est ici. Donc j'ai juste remplacé dans la formule ici BKJ par BKJ plus CKJ. Tout c'est assez évident. Voilà. Alors ici, j'ai un produit de nombres. Pour un élément IJ donné, j'ai ici un produit de nombres pour une valeur de K donnée, pour I donné, pour J donné. Je peux forcément distribuer ce nombre dans la parenthèse ici, le nombre AIK que je retrouve donc en produit de B, KJ ici et de CKJ. Voilà, ici j'ai une somme de sommes. Il est clair que la somme que j'ai ici, je peux d'abord sommer tous ces produits-là, et puis sommer tous ces produits-là, et ensuite faire la somme. Je peux forcément intervertir ici le signe somme avec ce signe somme-là. Et donc voilà, ça revient tout simplement à dire que DIJ, qui est bien ce que je calcule ici, est donné par la somme des AIK BKJ plus la somme des AIK CKJ. Et dans chacune de ces écritures ici, tu retrouves tout simplement l'élément de la matrice, l'élément IJ, du produit de A par B. Ceci, c'est bien le produit scalaire de la IM ligne de A avec la JM colonne de B. C'est bien l'élément IJ du produit AB. C'est une manière de noter l'élément d'une matrice, ceci. Et ceci, tu l'as compris, c'est bien l'élément IJ de la matrice A fois la matrice C.
Et donc on a bien démontré ce que je voulais ici, on a bien démontré la distributivité. On voit que les éléments de la matrice DIJ sont bien la somme des éléments des matrices A et B et A et C prises séparément. Il y a bien distributivité, hein, c'est assez simple à démontrer. Et maintenant ce que je voudrais faire ici, c'est démontrer l'associativité du produit matriciel. C'est moins facile, tu vas voir, mais ça va te permettre de te familiariser avec cette notation-là, l'utilisation du signe somme et tout ça, tu verras que ce sera intéressant. Donc voilà, pour démontrer l'associativité, qu'est-ce que c'est que l'associativité? C'est tout simplement, quand tu fais le produit de 3 matrices, il faut bien commencer quelque part. Tu peux commencer par le produit des 2 premières ici, et puis multiplier par la 3e, ou bien tu peux prendre les 2 dernières, au contraire, et multiplier ensuite par la première. Est-ce que c'est équivalent de faire ça ou ça? Hein, c'est ça la question. Voilà, pour ça je vais commencer par le premier ici. Je vais appeler P le produit A par B. Le produit de AB, je vais l'appeler P. Voilà, je passe par cette étape-là pour que les choses soient bien claires. Je vais bien faire les choses de manière séquentielle. AB, c'est le produit qui apparaît ici. Je l'appelle P. Et donc je vais changer les notations ici. Ce sera PIJ que je vais mettre là. Là, la matrice P, la matrice d'éléments PIJ étant donnée par les AIK, BKJ. On commence à être habitué. Voilà, donc je vais faire ça et je vais maintenant mettre tout en produit avec C. Hein, donc c'est bien ceci que je suis en train de faire. P est là, je le mets en produit avec C. Et je vais calculer le résultat que j'appelle Q. Hein, désolé pour toutes ces étapes, je t'avais dit c'est un peu plus difficile à faire ici. Mais voilà, donc ce que je vais démontrer, c'est que P fois C, qui vaut Q ici, sera égal à ceci. Ça c'est mon but. Donc voilà, allons-y. Qu'est-ce que c'est que la matrice Q? C'est la matrice dont les éléments I, J sont donnés par le produit des lignes de P avec les colonnes de C. C'est bien ce qui est écrit ici, PIK, CKJ. C'est toujours la même petite formule. Voilà, donc avec ceci, maintenant, il me reste à remplacer les PIK là, par l'expression donnée ici, bien entendu. Si je veux retrouver la matrice A dans Q ici, il faut bien que je la fasse apparaître. Donc je vais la faire apparaître en exploitant ce que j'ai déjà écrit ici. PIK, qu'est-ce que c'est? C'est presque PIJ, je dois juste remplacer J par K. Et donc voilà, si je n'y fais pas attention, c'est comme ça que je ferai, je remplacerai J par K. Mais là je tombe sur une incompatibilité, bien sûr, il faut être prudent par rapport à ça. Ici je fais une somme sur K, j'ai gardé cette somme sur K, mais c'est très imprudent évidemment, parce que ce K, je le retrouve ici. Je le retrouve en deuxième indice K, c'est bien ce que je suis en train de faire ici. Et donc là, il y a une incompatibilité. Si j'écris K ici, je ne peux pas dire que K varie de 1 à N. Donc je vais changer de notation. Ceci ne peut jamais être fait, bien sûr. Voilà, quand K est donné ici, je ne peux pas sommer sur K, bien sûr. Donc voilà, je mets bien un nom ici, il faut faire attention à ça. Il est clair que cet indice K, je peux l'appeler comme je veux. Je vais donc l'appeler ici L. Et je vais dire que je fais la somme pour L des éléments homologues ici. L va bien aller de 1 jusqu'à N. Je fais bien mon produit scalaire de la ligne I de A avec la colonne K de B. Il n'y a aucun souci. C'est bien ça que je suis en train de calculer. C'est PIK, le produit. P ici a bien comme élément PIK qui est donné par AIL fois BLK, somme pour L de 1 à N. Voilà. Donc ceci est réglé. Maintenant, je peux mettre cette expression-là à la place de PIK ici, qui devient donc l'expression qui est là. Somme pour K égale à 1 jusqu'à N, de la somme pour L égale à 1 jusqu'à N, de AIL, BLK, CKJ. Voilà, alors c'est un petit peu intriqué ici, il faut suivre, mais tu vois que CKJ ici, là je somme sur des L, donc je vais prendre un terme de la somme sur K ici, donc on va considérer que K est donné, donc le K ici est donné, le J aussi il est donné, puisque je suis en train de calculer un élément J donné, bien entendu ici, un élément IJ donné. Donc voilà, ceci c'est une constante, et cette constante, je peux bien sûr la distribuer dans cette somme sur les L ici. Et c'est donc ce que je vais faire. Voilà, la constante, pour cette somme, elle est présente maintenant. Et maintenant, ce que tu vois que je fais ici, c'est une double somme sur K et sur L. Tu vois K qui apparaît ici, tu vois L qui apparaît ici. Donc voilà, une double somme sur un nombre qui dépend des deux indices K et L. Eh bien, cette somme peut être inversée. Et en fait, je peux me passer les parenthèses ici. Alors, si tu n'es pas habitué au traitement du signe somme ici, je vais
clarifier ceci avec un exemple simple. Je vais faire une double somme sur des éléments qui dépendent donc des deux indices I et J. C'est bien la situation qu'on a ici. On a bien ici un facteur, hein, c'est plus compliqué que ce que j'ai là, mais n'empêche, ça dépend tout simplement de K et de L ici. K et L interviennent bien sûr dans l'expression qui est là. Donc je suis devant une situation comme celle-ci. Alors que veut dire ceci? Je peux prendre les A, I, J comme constituant une matrice. Je peux forcément toujours faire ça, une matrice carrée. Hein, je vais N à N ici, donc je prends une matrice 3 x 3 pour illustrer ça. Quand je fais la somme sur J, ça veut dire que je fais la somme d'abord sur les colonnes. Je prends une ligne I, prenons la première ici, et je vois que je fais la somme sur les J. Ça veut dire que je fais A11 plus A12 plus A13. Ça, c'est la première somme qui est ici. Et puis je vais passer à I qui vaut 2, et je vais sommer cette somme-là à la somme suivante que je vais faire maintenant, hein, qui est A2 maintenant. I vaut 2 ici, et je passe de colonne en colonne, comme ceci en faisant la somme. C'est-à-dire que je prends ceci, je somme ceci, et tu as compris maintenant que pour I égale 3, ce sera la troisième ligne. Ça veut dire que ceci exprime tout simplement la somme de tous les éléments de cette matrice. Mais ça, tu es d'accord que je pourrais très bien l'écrire autrement, en disant que je fais d'abord la somme sur les colonnes. Je me déplace d'abord le long des lignes, en I. Hein, ça reviendra à faire ceci, bien sûr. Je vais maintenant sommer comme ceci. Je considère que que J est fixe, vaut 1, je suis donc sur la colonne 1 ici, et je somme les A, I, J. Et donc ça revient à sommer tous les termes de la première colonne. De faire la somme maintenant, je vais passer à J égale 2, faire la somme pour les I, maintenant ce sera la somme de la deuxième colonne, des éléments de la deuxième colonne, à laquelle je vais encore ajouter somme pour J maintenant vaut 3. Hein, je suis bien ici, avec I qui va de 1 à 2 à 3. Et donc voilà, je fais la somme de nouveau de tous les éléments. Donc voilà, tu comprends avec ça que l'ordre dans lequel on somme ici ces éléments n'a pas d'importance. Je peux commencer par sommer sur les lignes, et puis sommer les résultats sur les colonnes, ou bien sommer sur les colonnes et ensuite sur les lignes. Ça n'a aucune importance, je peux donc retirer ces parenthèses ici, voilà, et je peux considérer ce signe de double somme dans le sens que je veux. Et c'est donc ce que je vais faire ici, je vais enlever les parenthèses, elles ne servent à rien, et je peux ici intervertir K et L. Ça ne change rien. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien c'est parce que maintenant j'ai une somme sur K ici, un K est impliqué ici, tandis que L, qui est avant ici, est impliqué ici. Hein, pardon. Donc, voilà, ici, comme je n'ai que I et L, c'est indépendant de la somme sur K ici, ceci est une constante au regard de cette somme sur K, et donc je peux sortir ceci de la somme, je peux la mettre en évidence en quelque sorte. Et donc je vais m'empresser de le faire, le voilà. Alors pourquoi est-ce que je m'empresse de le faire? Eh bien parce que ici je me retrouve avec une somme pour K égale à 1 jusqu'à N de BLK CKJ. Et ceci, eh bien c'est l'expression de la L-ième ligne en produit scalaire avec la J-ième colonne de la matrice B et de la matrice C. Je suis en train d'exprimer ici les éléments de la matrice R qui vaut B fois C. Ça, c'est l'élément LJ de la matrice B fois C, et je l'écris. J'écris cette matrice R ici, c'est bien RLJ. RLJ, et je peux donc écrire ceci comme étant AIL fois RLJ, somme pour L de AIL LRLJ. Il faut un petit peu s'habituer à ça, mais je vois bien que je fais la somme des éléments homologues de la ligne I de A avec la colonne J de R. Je suis bien en train de faire ici le produit scalaire de A, des lignes de A par les colonnes de R, c'est bien le produit de A par R que j'ai ici. Voilà, et donc je suis bien en train de te montrer que les QIJ ici de départ, les éléments de la matrice AB fois C, eh bien, sont tout simplement égaux au produit de la matrice A avec la matrice R ici, qui n'est rien d'autre que les éléments, la matrice donnée par les éléments ici de B fois C. Bref, c'est clairement démontré, on a bien associativité. Ça a été un petit peu laborieux, mais voilà, comme ça tu te familiarises avec tout ce formalisme un peu bizarre qui est propre aux matrices. Voilà.
Quel peut être l'intérêt de tout ça, hein, on va le voir. Pourquoi est-ce que ces propriétés sont intéressantes? Tout simplement parce qu'on va pouvoir développer une algèbre matricielle qui va permettre de résoudre un tas de problèmes. On va rencontrer dans la prochaine séquence l'élément neutre de la loi de multiplication matricielle. C'est important bien sûr de savoir qu'il existe. Ce I ici, c'est ce qu'on va appeler la matrice identité. A fois cette matrice me redonne A. C'est le sujet de la prochaine séquence. C'est donc ici que cette séquence consacrée aux propriétés du produit matriciel se termine. Je te donne rendez-vous pour la découverte de la matrice identité. Merci pour ton attention et à très bientôt.